Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à cette journée. Je pense que mon intervention va bien s'articuler avec celle de Tim Grayson. Donc effectivement, je suis psychologue clinicienne de formation et je m'occupe depuis 10 ans du Psycom, donc qui est un organisme public d'information, de communication et de lutte contre la stigmatisation dans le domaine de la santé mentale. Nous sommes financés en grande partie par l'ARS Île-de-France. On reçoit aussi pour des programmes spécifiques des subventions de la Fondation de France, de la Direction régionale jeunesse, sport, cohésion sociale. Nos missions donc, sont d'information. Certains d'entre vous connaissent peut-être nos brochures. Je ne sais pas si elles étaient mises à disposition, là je ne les ai pas vues, mais on a des brochures d'information, j'y reviendrai, qui sont disponibles gratuitement pour les franciliens. Un site internet qui regroupe toute l'information sur les troubles psychiques, les psychothérapies, les médicaments, les droits des patients et tous des exemples de lutte contre la stigmatisation. On assure une veille de l'actualité psy et santé mentale avec une newsletter hebdomadaire qui fait une revue de presse dans différents domaines à laquelle vous pouvez vous inscrire. Il y a plus de 2700 adhérents maintenant. Le site internet, 7000 visiteurs par semaine. On est présent sur Facebook et Twitter. Voilà, on essaye de justement faire passer l'information sur les questions de santé mentale, relayer ce qui se passe, signaler des choses qui sont parfois problématiques. Je pense en particulier, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le documentaire sur France 5 Dans la peau d'un bipolaire. Voilà, bon, voilà, la bande-annonce de ce documentaire était juste une catastrophe en termes de stigmatisation. Voilà, donc c'était une espèce de 2 minutes de thriller. Enfin, bon, c'était du grand n'importe quoi. Oui, bon, voilà. Donc, c'est inadmissible et on a encore des choses à faire et ça va être le rôle du Psycom dans les années qui viennent, d'éveiller les consciences par rapport à ça et de s'adresser aux médias pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. On développe beaucoup d'outils de lutte contre la stigmatisation, arbres aux idées reçues, bibliothèque vivante, théâtre interactif, etc. Tout ça, vous pouvez trouver l'information sur notre site. Et puis, comme l'a évoqué Jocelyne Chatron, on développe des actions de formation et de sensibilisation. Donc des formations en partenariat avec Paris 8 sur comment communiquer sans stigmatiser. Et puis des actions de sensibilisation auprès des élus, des équipes municipales, dans le cadre du programme francilien de développement des conseils locaux de santé mentale. Donc on essaye de former les équipes municipales à une culture santé mentale pour qu'ils comprennent qu'ils ont tous une partie de la réponse et que c'est pas seulement... les questions de santé mentale sur un territoire, c'est pas seulement le trouble à l'ordre public ou le trouble du voisinage. Voilà, on fait aussi de l'accompagnement des établissements pour le développement de projets participatifs comme des maisons des usagers. Toutes les actions du Psycom, c'est un point que je tiens à souligner, sont développées en démarche participative avec des personnes directement concernées. C'est-à-dire qu'on travaille avec des personnes qui vivent avec des troubles psychiques et des proches de personnes vivant avec des troubles psychiques qui font partie de notre conseil d'administration, de nos groupes de travail, qui sont co-formateurs dans nos formations et dans nos actions de sensibilisation. Alors, on m'a demandé de parler des... Je ne sais plus quel était exactement le titre de ma présentation, mais je sais à peu près ce que je vais raconter. Donc, information, communication, ce qui se passe en France à l'étranger. Donc, on ne peut pas parler de l'information et de la communication dans le domaine de la santé mentale sans parler des représentations qu'on a. Parce que finalement, l'objectif de l'information et de la communication, c'est pas juste qu'on parle de nous dans les médias, c'est de faire changer les idées reçues. Donc pour faire changer les idées reçues, il faut d'abord essayer de comprendre quelles sont et comment ça fonctionne une idée reçue et quelles sont les méthodes efficaces pour les faire évoluer. Donc je vais vous proposer d'avoir un petit point de vue historique, c'est-à-dire que pourquoi on s'interroge à la question de la stigmatisation et de la lutte contre la stigmatisation et comment changer l'image actuellement, c'est parce que dans les dernières décennies de l'histoire de la psychiatrie, on a quand même vécu une petite révolution qui était le passage de l'asile à la ville et le passage du statut d'aliéné de la personne au statut de citoyen. Alors bon, c'est une transformation qui est encore très inégale parce qu'il y a encore des poches de résistance à l'asilière. Et toutes les personnes vivant avec des troubles psychiques n'ont pas forcément tous leurs droits de citoyens qui sont encore respectés.
Mais en tout cas, on a commencé à se poser la question de la lutte contre la stigmatisation, effectivement, quand voilà, on a essayé de soigner, non plus mettre à l'écart, comme l'expliquait Tim, en reléguant à la campagne, au bon air, les personnes qui étaient dérangeantes en ville, mais voilà, en essayant de soigner au maximum dans la communauté. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça devenait plus visible, la folie, entre guillemets, devenait visible, et donc on a pu observer des mécanismes de stigmatisation plus forts. Donc je vais revenir là-dessus. Je vous expliquerai quelles sont les représentations sociales de la folie, comment ça fonctionne. Et puis après, deuxième partie de présentation, vraiment sur des actions, des exemples, en particulier ce qui se passe à l'étranger, où tout n'est pas forcément bon à prendre. Donc en gros, on est passé de l'asile à la ville dans les 40 dernières années. On est passé d'un modèle qui était très centré sur l'hôpital psychiatrique, avec très très peu de pseudopodes à l'extérieur, un début de développement de services qu'on appelle extra-hospitaliers, mais en gros un fonctionnement très hospitalo-centré des soins. Et dans les représentations, c'est encore comme ça, c'est-à-dire qu'on pense que quand on interroge la population générale, si on a un problème psychiatrique, qu'est-ce qu'on fait ? On va où ? À l'hôpital psychiatrique. Voilà. Donc il faut savoir quand même, donc ça c'est une idée reçue, c'est pas une réalité, puisque en France actuellement 70 à 80%, ça dépend des lieux, 70 à 80% des personnes qui sont suivies par les services publics de psychiatrie ne sont jamais hospitalisées. Elles sont suivies où ? En ambulatoire, dans la cité. Mais dans la représentation, c'est toujours ça qui existe. Donc on est passé de cette conception-là, qui perdure dans les représentations, à une conception, donc ça c'est un peu un modèle idéal, ou ce vers quoi on essaye de tendre, et que c'est le modèle qui est promu par l'Organisation mondiale de la santé, un modèle où finalement on passe d'une logique de service à une logique de personne, c'est-à-dire que c'est pas la personne qui va aller à l'hôpital psychiatrique, c'est le soin qui va aller à la personne dans son milieu de vie. Et pour aller à la personne dans son milieu de vie, c'est sûr que c'est pas en restant dans son bureau, dans les murs de l'hôpital qu'on va y arriver. Donc le principe qui est promu par l'OMS, c'est le développement des équipes mobiles d'intervention partout où les gens sont. Donc à domicile, je parle pas de l'hospitalisation à domicile, je parle bien d'avoir des soins en amont, d'être au plus près, de faire de la prévention et d'intervenir là où sont les personnes. Ça veut dire aussi, en termes de stigmatisation, intégrer les services dans les services existants. Par exemple, proposer des consultations de psychiatrie dans les cabinets de médecine générale. Je parle de psychiatrie publique. C'est-à-dire aller là où sont les gens. Quand les gens ont un problème de santé, ils ne vont pas à l'hôpital psychiatrique, ils vont voir leur médecin généraliste. Et bien, favorisons l'accès aux soins en installant les consultations de psychiatrie dans les cabinets des médecins généralistes. Ou dans les CCAS, puisque les gens vont voir l'assistante sociale, elle apporte à côté, s'il y a des problèmes, voilà, puis ça développe les partenariats entre les professionnels. Donc on est sur une conception comme ça où l'important aussi c'est le soutien et l'entraide par les pairs, parce que finalement les enquêtes montrent aussi que quand les gens vont mal, ils vont encore plus mal quand ils n'ont pas de soutien de l'entourage. Voilà. Et donc des facteurs de rétablissement, c'est aussi le soutien et l'entraide par l'entourage, mais pas aussi par les pairs, c'est-à-dire les personnes qui vivent le même genre de choses. Encore faut-il qu'on ait le courage effectivement de faire son coming out. Donc voilà, donc ça se développe. Le lien avec la santé primaire, ce qu'on appelle les médecins généralistes, la première ligne, parce que ça aussi c'est important, c'est la porte d'entrée. Donc si on ne fonctionne pas avec la porte d'entrée où vont les gens, on rate une partie des choses. Donc voilà, donc on est passé d'un modèle vraiment très hospitalo-centré à quelque chose de plus développé dans la vie. Pour finalement comprendre que les représentations sociales, comme je vais vous le montrer, elles n'ont pas beaucoup suivi le mouvement d'évolution des prises en charge. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une représentation sociale ? Bon, c'est un concept qui est issu des courants de recherche de psychosociologie. C'est une espèce de prêt-à-penser, en fait, une représentation sociale. C'est une élaboration groupale qui est partagée à un moment donné par un groupe en fonction d'une culture. C'est par exemple, je ne sais pas si je vous dis infirmière, ça vous évoque quoi ? Pardon ? La Croix-Rouge, oui. La blouse blanche. Des piqûres. Un homme ou une femme ? Une femme, oui. Elle est comment ? Jolie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai entendu
une remarque médicale. Ben là, c'était quoi la contribution médicale à la représentation sociale de l'infirmière? Vous avez honte? Elle est toute nue sous sa blouse, c'est ça? Bon, voilà. Oui, non, mais vous l'avez pensé tellement fort que c'est arrivé jusqu'à moi. Donc, voilà, on a la représentation sociale d'une infirmière. Donc, c'est une femme blonde, disponible sexuellement, mais qui peut être un peu sadique. Ok? Donc, je tiens quand même à vous informer qu'il y a des hommes qui sont infirmiers, que toutes les infirmières ne sont pas blondes, et que certaines n'ont pas de blouse et sont habillées en dessous. Voilà, donc on est typiquement dans la représentation sociale, hein, une espèce de stéréotype comme ça, mais j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est qu'une infirmière. Quand je vous dis le mot infirmière, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, même si votre compréhension est un peu spéciale, cher docteur. Mais bon, ça doit être basé sur l'expérience. Donc voilà, et d'un autre côté, vous avez la réalité qui est beaucoup plus diverse. Bon, la représentation sociale, ça permet d'échanger, ça permet de se comprendre, et c'est économique au niveau psychologique. On n'a pas besoin de se lancer dans des grandes explications. Mais c'est comme ça pour tout. Hein. C'est comme ça, et c'est comme ça pour la folie. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que quand même, elle évolue un petit peu, la représentation. Si je vous parle des représentations de la maladie, par exemple, l'épilepsie, pendant longtemps, on a considéré l'épilepsie comme une maladie qui était contagieuse, par le contact de la bave ou des urines, etc. Bon. La représentation de l'épilepsie, elle a évolué au fil du temps quand on a compris que c'était un problème au niveau neurologique. Voilà. Mais la vieille conception, la vieille représentation de l'épilepsie, elle reste encore un peu dans les... Donc l'évolution de la science, l'apparition de traitements, la meilleure compréhension des choses fait évoluer. Les représentations, donc elles nous sont utiles pour vivre en société, associées à des éléments de jugement de valeur négatif, ça fait ce qu'on appelle un stéréotype. Et ça entraîne donc le phénomène de stigmatisation. Stigmatisation, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va apposer sur une autre personne, des stigmates, des signes, des marques qui vont permettre de la reconnaître, de l'identifier. Donc si je prends l'exemple, donc l'infirmière, les marques c'était blonde, la piqûre, etc. On l'identifie, on la met à distance. Bon, le fou, on va voir qu'il y a certaines... Quand je dis le fou, ça ne correspond pas à une réalité, hein, je parle bien d'une représentation de l'imaginaire collectif. Donc il va y avoir des caractéristiques qui vont être marquées sur la personne et qui vont faire qu'on va la mettre à distance. Elle est différente de nous parce que j'ai reconnu qu'elle avait telle ou telle caractéristique. Parce qu'elle a une couleur de peau différente, parce qu'elle ne parle pas la même langue, parce qu'elle est sur un fauteuil roulant, etc. Ce marquage donc construit le stéréotype qui va entraîner donc ce phénomène de séparation, les autres et nous, hein, et donc après l'exclusion et la discrimination. Donc c'est une espèce de roue comme ça, et plus la personne est discriminée, plus ça va renforcer le marquage, hein, puisqu'on va se dire il y a bien des raisons pour que les Roms soient mis à l'écart, hein, c'est bien qu'ils sont des voleurs. Voilà, et donc on renforce le marquage et on refait tourner la roue de l'exclusion, de la discrimination, qui peut aller très loin, puisque ça peut aller jusqu'à un acte de violence individuelle ou collectif, CF, les pogroms, etc., etc. Donc ça, c'est un fonctionnement qui n'est pas spécifique de la santé mentale, c'est un fonctionnement de l'être humain qui se protège de l'inconnu, de ce qu'il ne comprend pas, etc. Alors, imaginez une représentation sociale, comme il y a un noyau dur et puis il y a des éléments périphériques. Tant que ce qu'on rencontre dans la vie vient en accord avec la représentation, on ne va pas la faire évoluer. Donc si je ne rencontre que des infirmières blondes avec une blouse et une piqûre, ça va conforter ma représentation de l'infirmière. Si je rencontre un infirmier barbu, qui plus est, ça va venir faire un effet tampon avec ma représentation de l'infirmière et peut-être élargir un peu ma conception des choses. Donc c'est la multiplication de l'effet tampon qui va faire que la représentation va pouvoir évoluer. C'est-à-dire que quand on a des expériences différentes qui vont remettre en question le stéréotype qu'on avait en tête, en fait. Donc gardez cette idée-là en tête, on va y revenir. Alors, comment s'est construite la représentation de la folie? Je vais vous donner quelques repères. En fait, si on remonte même à l'Antiquité, on a des éléments assez nombreux dans la mythologie grecque, dans les tragédies grecques, de héros qui sont saisis de folie. Donc je vous invite à relire tous les mythes grecs, parce qu'il y en a pas mal. Je prendrai que l'exemple d'Héraclès,
Héraclès, donc Hercule, qui va subir l'emprise de la déesse Lyssa, la déesse de la folie, envoyée par Héra, la femme de Zeus, jalouse, qui veut se venger des infidélités de Zeus, et qui va envoyer à Héraclès Lyssa, qui, pris de folie, va tuer ses enfants. Donc vous voyez déjà, on voit l'articulation entre folie, crime, danger. Donc ça remonte à très très loin, ça. C'est ce qu'on peut considérer comme le noyau dur de la représentation de la folie. Ce noyau dur, c'est vraiment ce qui associe le crime, le danger et la violence. Alors, au moment de l'Antiquité, les causes attribuées, là, ce que vous voyez autour du noyau dur, donc, sont les éléments périphériques, les causes attribuées étaient des causes divines. Là, c'est une vengeance divine qui fait que Héraclès est pris de folie. Donc, ça peut être aussi une origine surnaturelle. La personne prise de folie dans les tragédies grecques, en fait, c'est une personne qui est exclue de la citoyenneté, hein, puisqu'elle transgresse les règles sociales et elle est considérée comme un barbare, hein, c'est-à-dire qu'il ne fait plus partie de la citoyenneté telle que définie au niveau d'Athènes. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut être considéré comme impie, qui ne respecte pas les dieux. Et déjà, on voit quand même à l'époque de l'Antiquité, l'émergence d'une réflexion autour du siège du cerveau qui serait concerné par des conflits intérieurs. Donc voilà, retenez ces notions-là, danger, exclusion sociale, transgression. Au Moyen-Âge, alors le Moyen-Âge est une période qui dure très très longtemps et qui est très très riche au niveau de l'iconographie autour du fou, l'émergence du fou, de la posture du fou du roi, hein, qui était présent dans toutes les cours au Moyen-Âge et qui avait une fonction sociale importante, qui était certainement pas, c'était pas souvent une personne qu'on aurait qualifiée comme ayant des troubles psychiatriques actuellement, mais en tout cas qui avait une fonction, qui avait un peu une fonction vraiment très polysémique, qui était un peu un double, qui était quelqu'un qui se cachait, qui n'était pas fiable, qui pouvait être aussi considéré comme sot. Vous voyez, il a des oreilles d'âne. Voilà, il discute avec sa marotte, il discute dans une espèce de dialogue avec moi-même, hein, avec son double, etc. Des éléments qu'on retrouve encore, des attributs très, très reconnaissables. Et qui ont perduré jusqu'à présent, puisque le joker des jeux de cartes, c'est le fou du Moyen-Âge. Le fou dans le jeu de tarot, qui a une influence au niveau de la déraison et de l'amour, c'est un héritage du Moyen-Âge. Donc des représentations diverses et variées, une représentation aussi, la nef des fous, on pourrait en parler des heures, mais de l'exclusion aussi, hein. Il y avait les nefs des fous, on mettait les fous sur des bateaux et on les laissait dériver les bateaux pour faire partir les gens hors de la ville. À l'époque, la folie était considérée comme une possession démoniaque, hein. On était dans le cadre d'une société qui était vraiment régie par le bien, le mal, la religion, et donc la folie, c'est le diable en soi. Hein, donc c'est le diable qui a pénétré dans la personne et qui le fait agir. Alors avec une confusion avec les épileptiques à l'époque, puisqu'on considérait que les épileptiques c'était un peu comme des fous aussi. Et évidemment, si c'est une possession démoniaque, la seule solution c'est quoi ? C'est la religion. Hein, donc c'est quelqu'un qui a perdu la religion. Donc c'est la religion. Donc ce sont les pèlerinages qui se développent avec une quantité incroyable de saints et de saintes qui sont voués à protéger les fous. Voilà, il y en a énormément, c'est quelques exemples. Et puis il y a des tentatives aussi un peu charlatanesques de guérison par l'extraction de la pierre de la folie, avec le début de la notion de l'entonnoir associé à la folie, donc là qui représente plutôt le côté tromperie du faux médecin. Ça se déroulait dans les foires au Moyen-Âge où on va guérir la folie en faisant croire à la personne qu'on allait extraire une pierre dans son cerveau, où en fait la pierre était cachée dans la manche du charlatan. On incisait et puis voilà, on disait voilà, vous êtes guéri. Donc une énorme iconographie aussi à cette période-là sur les extractions de pierres de la folie. Quand même, on retrouve l'idée que le cerveau y est peut-être pour quelque chose. Voilà. Donc la représentation de la folie au Moyen-Âge, on retrouve le noyau dur quand même, danger, violence, imprévisibilité, avec la notion de possession diabolique, de quelque chose de surnaturel qu'on ne comprend pas, la notion de transgression aussi, hein, transgression, perte de la foi, ou transgression, péché, le péché est source de folie, et puis au niveau des traitements, pas beaucoup de ressources en fait.
Alors, à l'ère moderne, Tim Grierson l'a évoqué, c'est le début de la médicalisation de la folie. Donc, on commence à se dire que peut-être que, voilà, il y a quelque chose à voir du côté de la médecine, et la médecine commence à s'intéresser à ça. Et on s'éloigne un peu de la conception de la superstition. Un événement important, c'est la décision de Louis XIV d'enfermer finalement toutes les personnes qui posaient problème dans la cité, ce que Foucault a appelé le grand renfermement, et de créer des hôpitaux généraux qui regroupaient pêle-mêle des criminels, des malades mentaux, enfin des personnes considérées comme malades mentales, des invalides, les pauvres, les prostituées, etc. Donc on enferme tout le monde pour la protection de tous. Et on est encore en train de vivre avec cet héritage-là. Donc ça dure au moins pendant 100 ans. Après, il y a effectivement la tentative d'humanisation, c'est-à-dire que les gens sont non seulement enfermés, mais enchaînés. Et finalement, ce que propose Pinel, c'est Jean-Baptiste Pussin, qui était un ancien malade, après c'est le premier père aidant, en fait, Jean-Baptiste Pussin, un ancien malade de Bicêtre, qui est devenu après soignant, et qui a soufflé l'idée à Pinel d'enlever les chaînes, de peut-être que si c'était des êtres humains et qu'on pouvait les soigner, c'était peut-être pas la peine qu'ils soient enchaînés. Donc Pinel libère les folles de la Salpêtrière et les fous de Bicêtre, et met en place ce qu'on appelait le traitement moral. Mais le traitement moral, donc c'est-à-dire un début de prise en compte médicale, disons, de certains problèmes-ci. Donc ça, c'était beaucoup basé aussi sur des règles de vie, des habitudes. Voilà, il fallait cadrer les pulsions. Donc après le développement des asiles dans chaque département, et puis le recours à certaines thérapeutiques innovantes, on va dire, voilà, émouvantes. Voilà, on retrouve les histoires d'aller chercher quelque chose dans le cerveau, et puis la contention, puisque avant de pouvoir contenir par des médicaments, on contenait physiquement, le début de l'hydrothérapie et de l'électroconvulsivothérapie. Donc ça, c'est les premiers traitements. Donc à l'ère moderne, en fait, finalement, le grand renfermement va renforcer l'association entre danger et folie. Puisque si on les enferme et si on les attache, c'est bien qu'ils sont dangereux, c'est bien qu'il faut s'en protéger. Donc ça va renforcer le noyau dur. Et les asiles d'aliénés qui excluent renforcent encore plus toutes les représentations négatives, la notion d'inconscience, d'irresponsabilité, d'incapacité, etc. L'exclusion sociale est à son maximum. Et puis on promeut un principe de curabilité. On va dire, voilà, on va mettre en place des traitements, que je vous ai montrés, mais c'est une incurabilité de fait, c'est-à-dire les traitements ne marchent pas, et c'est une violence extrême. Alors, en résumé, on a quand même vu cette évolution-là en fonction de cette médicalisation. On est passé de la possession démoniaque à bon, je ne peux pas développer, mais il y a toute la théorie des troubles de l'humeur aussi qui va évoluer tout au long des années, à l'idée d'un dérèglement neurologique, un dérèglement biochimique. On est actuellement dans des recherches au niveau génétique, et bon, peut-être qu'on va aboutir dans les années suivantes à autre chose. On arrive maintenant à une conception biopsychosociale des choses. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que tout ce que je vous ai montré, c'est encore très actif dans l'imaginaire collectif. Je vous citerai juste quelques résultats d'une enquête qui a été menée par le Centre collaborateur MS, Santé mentale en population générale, donc sur plus de 60 000 personnes en France, et qui montre, voilà, clairement, quand on demande aux gens, selon vous, quelqu'un qui commet un meurtre est fou, malade mental, dépressif ou aucun des trois, vous voyez que la majorité, pour meurtre ou viol, la majorité des gens associent ça à folie et maladie mentale. C'est-à-dire, on ne va pas dire c'est un meurtrier ou c'est un violeur, non, on va dire c'est un fou, c'est un malade mental, forcément. Donc ça reste très présent. Ce qui reste très présent aussi, c'est, on l'a vu, le fait que la seule solution, c'est l'exclusion. Dans la presse, ça va être l'objet de la table ronde suivante. Si on analyse sur une année les articles parus dans les quotidiens nationaux parlant de ces questions-là, on voit que les plus fortes associations entre maladie mentale et psychiatrie, c'est meurtre, violence, danger.
C'est pas créativité, inclusion sociale, empowerment, etc. Donc c'est une représentation qui reste forte. Donc actuellement, donc on a toujours le même noyau dur. On a ce qu'a évoqué Tim Grison, l'idée aussi que ce sont des pathologies chroniques, invalidantes, c'est pour la vie, il n'y a rien à faire, c'est incapacitant, c'est de l'irresponsabilité. Et puis l'idée que l'exclusion sociale elle est toujours là, hein, et les traitements sont mal connus, sont complexes et ne sont pas appliqués de la même façon partout. Ce dont on se rend compte, c'est que la médicalisation, le pari qu'on avait fait, c'était que la médicalisation allait faire baisser la stigmatisation, parce que si on ne considère plus que les gens sont des fous mais sont des malades, ben voilà, ça devrait. Et ben en fait, ça n'a eu aucun impact au niveau de la stigmatisation. J'y reviendrai. Alors, ça, je fais une petite incise sur une bande dessinée que je conseille à tout le monde de lire, qui s'appelle HP, et qui a été écrite par Lisa Mandel, qui a vécu toute son enfance avec des parents infirmiers psychiatriques et des cousins, des oncles et des tantes infirmiers psychiatriques, qui a baigné dans les histoires de psychiatrie des années 60 et 70 et qui en fait une saga, en fait, pour transmettre cette mémoire-là. Et je trouve que il y a 2 tomes qui sont parus pour l'instant, et je trouve que, oui, le deuxième est paru en septembre. Il s'appelle Les années folles, je crois, les années 70, 60s, 70s. Crazy 70s. Et donc, si vous voulez savoir en quelques heures, vraiment, et de manière très intelligente, d'où on vient en France au niveau de l'hôpital psychiatrique et pourquoi on lutte contre la stigmatisation et pourquoi il y a encore du boulot, je vous encourage vivement à lire cette BD qui devrait être diffusée dans tous les IFC, les IFSI, les IFCS, partout, quoi. Voilà. Après avoir lu la BD, vous comprendrez qu'il faut faire quelque chose. Alors quoi ? Comment lutter contre la discrimination quand on voit que ces représentations, elles sont massives, elles sont ancrées, elles viennent de loin et c'est difficile de les faire bouger. Donc je vous remets le petit schéma. La seule façon, c'est d'essayer d'avoir ces effets tampons. Voilà. Ces effets tampons pour que on commence à comprendre que c'est pas forcément folie, danger qui sont associés. Je vous rappelle aussi que sur 900 crimes commis par an en France, il y en a à peu près 1% qui sont commis par des personnes qui ont des problèmes de santé mentale graves. 1%. Donc là encore, image, réalité. Je veux dire, quand il y a un règlement de compte en Corse ou à Marseille, on ne dit pas un schizophrène a tué un muraliste. Hein. Voilà. Et c'est quand même ces événements-là qui sont beaucoup plus fréquents que le fait divers qu'on va monter en épingle. Donc pour multiplier les effets tampons, il faut augmenter le niveau de connaissance.